Donc je reviens à l'idée de simulation appliquée à la fiction. Que la notion de simulation s'applique à la fiction, c'est assez évident quand on pense à des cas qui sont en fait souvent cités, comme le cas de l'acteur sur scène. Donc le théâtre, c'est un exemple paradigmatique pour la fiction, et dans le cas de l'acteur sur scène, il est clair que l'acteur sur scène joue un rôle, il fait semblant, il fait comme s'il était le personnage, il joue le rôle du personnage. Et donc là, il y a une notion évidente de simulation qui s'applique dans la mesure où il s'agit de faire comme si, de jouer un rôle. Et cette idée qui s'applique très clairement dans le cas du théâtre, on peut l'étendre à des choses, à des domaines un peu différents, comme par exemple la fiction littéraire, les romans, puisque là, on a une distinction dont j'ai parlé, la distinction entre l'auteur et le narrateur, où il semble que la relation entre les deux soit un peu de même nature que la relation entre l'acteur et le personnage, puisque l'auteur aussi fait comme si le récit qu'il produit, en fait, émanait de cette instance fictive qu'est le narrateur, quand il y a un narrateur. Et il y a des gens qui disent qu'il y a toujours un narrateur au moins implicite, mais c'est une question, comme on a vu, qui est débattue. Il y a des gens qui contestent ce point, et cela pourrait contester aussi l'idée que la notion de simulation s'applique dans le cas du roman, s'applique toujours, disons, même en l'absence de narrateur. En tout cas, j'ai mentionné ce débat, mais sans vouloir véritablement y entrer, car j'ai dit qu'on pouvait toujours prendre le point de vue, prendre en considération le point de vue du récepteur de la fiction, celui qui reçoit le texte de fiction, celui qui consomme le texte, c'est-à-dire celui, disons, le lecteur. Et dans ce cas-là, il y a une notion de simulation qui me semble s'appliquer d'une façon très très générale. Et c'est l'idée que celui qui lit un texte de fiction, un récit de fiction, se met dans le même type d'état mental qu'une personne à qui sont transmises des informations sur le monde. Évidemment, on sait bien que ce n'est pas de vraies informations sur le monde, mais on fait comme si. Donc le lecteur d'un texte de fiction simule en quelque sorte l'état de celui à qui sont communiquées des informations sur le monde. Et donc c'est ce point de vue, le point de vue de la réception, que je privilégie dorénavant. Et cette notion de simulation s'applique, me semble-t-il. On peut dire que donc, celui qui lit le texte de fiction simule l'état mental de celui qui est le destinataire d'un texte de non-fiction, un texte qui fournit véritablement des informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de parler de simulation ? C'est une question très difficile, je ne vais pas du tout apporter de réponse, mais je voudrais quand même donner quelques indications. Et d'abord, comme je le disais, il y a eu il y a quelques semaines une table ronde sur les frontières de la fiction, où je faisais remarquer que dans simulation, il y a l'idée on peut entendre similarité, où il y a quelque chose forcément de commun quand vous simulez quelque chose, quand vous faites comme si, vous faites un peu la même chose que si vous faisiez réellement l'activité que vous simulez. Il y a forcément une grosse partie qui est commune à l'état qui simule et l'état qui est simulé. Parce que c'est ça, simuler consiste à faire la même chose, disons, mais dans un contexte différent, de façon, disons, non sérieuse. Donc il y a quelque chose qui est analogue ou comparable quand on compare l'état mental de celui qui consomme ou qui reçoit un texte de fiction, donc le lecteur d'un roman, et l'état mental de celui qui lit un texte qui contient véritablement des informations sur le monde, par exemple un document historique ou un article de journal ou des choses de ce genre. Alors en quoi consiste la similarité, l'analogie entre l'état de ces deux personnes ? Il me semble que ce que fait le lecteur dans le cas normal, quand vous lisez un article de journal ou que vous lisez un compte-rendu historique de certains événements, dans ce cas-là, vous apprenez des choses, donc on suppose que le texte vous fournit effectivement des informations que vous ne possédiez pas avant, vous apprenez des choses,
Et ce que vous faites, c'est que vous intégrez ces informations qui vous sont fournies, vous les intégrez à votre base de données antécédente, en quelque sorte. C'est ce que j'ai appelé l'encyclopédie mentale, votre représentation du monde. Vous avez une représentation détaillée du monde où vous vivez. Et l'information nouvelle a vocation à s'intégrer à cette représentation complexe. Et votre travail, quand vous recevez une telle information, c'est précisément de l'intégrer. Alors l'intégrer, ça ne veut pas simplement dire ajouter cette information à ce paquet d'informations que vous possédez déjà sur le monde. C'est plus compliqué que ça et c'est plus un travail, disons. Intégrer, ça veut dire d'abord votre représentation du monde, qui est une représentation globale, donc du monde, il est essentiel qu'elle soit cohérente. Et vous en maintenez toujours la cohérence. C'est-à-dire que si il y a des incohérences, vous êtes censé vous en débarrasser. Et quand vous apprenez quelque chose, quand on vous donne une information, la première chose à faire, effectivement, c'est de vérifier sa cohérence avec les informations que vous possédez déjà ou avec vos croyances antécédentes. Et vérifier la cohérence, par exemple, s'il y a une incohérence, si on vous dit quelque chose qui contredit quelque chose que vous croyez, et bien là, vous avez quelque chose à faire. Il faut soit ne pas accepter l'information nouvelle qui vous est donnée, soit réviser vos croyances antécédentes de façon qu'il n'y ait plus d'incohérence. Soit faire quelque chose d'encore un peu plus compliqué, c'est d'affaiblir le degré de croyance, le degré d'adhésion que vous donniez à la croyance antécédente, tout en la maintenant, mais avec un degré de croyance plus faible, et accorder à la nouvelle information une adhésion elle-même affaiblie de façon que... enfin, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a en tout cas un certain travail qui est à faire pour maintenir la cohérence de votre représentation globale du monde. Parfois, c'est des formes plus subtiles d'ajustement qu'il peut y avoir à faire, comme ce qu'on appelle, dans le jargon tiré de l'anglais qu'utilisent les linguistes, ils parlent d'accommodation des présuppositions. Si vous apprenez, par exemple, si votre ami vous apprend qu'il doit aller chercher sa tante à l'aéroport, c'est un exemple très classique, car on suppose que la personne qui apprend ça ne savait pas avant que l'autre avait une tante. Mais si l'autre lui dit « je ne peux pas venir parce que je dois aller chercher ma tante à l'aéroport », pour intégrer cette information aux informations que vous possédez déjà, à votre représentation globale du monde, il y a un petit ajustement qui est nécessaire, parce que vous ne saviez pas que la personne a une tante. Néanmoins, ce qu'il vous dit présuppose qu'il a une tante. Et donc, du coup, vous devez ajouter cette information que votre ami a une tante. Vous devez l'ajouter, cette information, quelque part. Ça n'est pas une information qui a été fournie dans la communication explicitement, elle a seulement été présupposée. Et ce n'est pas une information qui était là avant, mais on a besoin de l'ajouter, cette information, pour arriver à faire que la nouvelle information qu'on vous donne puisse s'intégrer de façon, disons, harmonieuse avec l'ensemble avec votre représentation globale du monde. Et aussi, quand vous intégrez une information nouvelle à votre encyclopédie mentale, à ce que vous savez déjà, ça donne des possibilités nouvelles d'inférer des choses. C'est ce que Sperber et Wilson appelaient, je crois, des implications contextuelles. Ce qu'ils appellent des implications contextuelles, c'est des choses qui ne découlaient ni de ce que vous croyiez auparavant, ni de l'information nouvelle qu'on vous donne, mais qui, quand on met les deux ensemble, ça produit en quelque sorte des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être inférées, être déduites à partir du moment où vous mettez ensemble cette information et ce que vous saviez déjà. Il y a des choses que vous pouvez exploiter, disons, cette nouvelle information à la lumière de l'arrière-plan d'information que vous possédez déjà pour inférer d'autres choses. Bon, je ne vais peut-être pas vous donner d'exemple, mais tout ça, c'est des facettes de cette activité qui consiste à intégrer des informations nouvelles à cet arrière-plan d'informations anciennes qui correspond à votre représentation globale du monde. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait quand on nous fournit des informations véritables sur le monde, quand on nous dit des choses, quand on nous apprend des choses. Et ce que j'ai dit, c'est que dans le cas de la fiction, dans le cas d'un texte fictionnel, le lecteur fait comme si on lui donnait des informations sur le monde, et donc la tâche
qu'il lui faut accomplir, c'est la même tâche d'intégrer ces informations qu'on lui donne, les informations fictionnelles qui sont fournies par le texte, de les intégrer à une représentation globale et cohérente du monde, à ceci près que là, il ne s'agit plus du monde, le monde réel, et il s'agit d'un monde imaginaire. C'est ça la différence principale, c'est qu'il ne s'agit plus d'intégrer ces informations à notre représentation du monde, mais d'intégrer ces informations à une représentation alternative d'un monde qui n'est pas le monde réel, qui est un monde imaginaire, le monde de la fiction, dont on fait comme si c'était le monde quand on lit la fiction. Donc, la différence entre les deux, je viens de dire que c'est que tout est en quelque sorte pareil, à ceci près que dans un cas il s'agit du monde réel, dans l'autre cas il s'agit d'un monde imaginaire. Une autre façon de présenter cette même idée, c'est de dire que dans les deux cas, il y a une représentation globale du monde qui est impliquée, donc, mais dans le cas où le monde en question est le monde réel et où les informations qu'on nous fournit sont de vraies informations qui nous apprennent effectivement des choses, dans ce cas-là, on a une certaine représentation du monde. Cette représentation du monde, c'est la représentation que nous utilisons de façon permanente pour guider nos actions. Notre comportement, ce que nous faisons, dépend de ce que nous croyons. À chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est bien entendu parce que nous avons certains buts, nous poursuivons certains buts, mais c'est aussi parce que nous croyons certaines choses. C'est toujours à la fois nos croyances sur le monde et nos buts, les choses que nous voulons accomplir, ce sont ces deux choses qui ensemble guident nos actions. Si je crois qu'il pleut et que je veux me protéger de la pluie, donc là on a une croyance et un désir, j'ouvre mon parapluie, par exemple, si je suis dehors. Mais cette action d'ouvrir son parapluie dépend notamment de cette croyance qu'il pleut. Si je ne crois pas qu'il pleut ou si je crois qu'il ne pleut pas, je ne vais pas ouvrir mon parapluie. Donc notre comportement dépend de ce que nous croyons, donc dépend de notre représentation du monde. C'est en ce sens que notre représentation du monde, cet ensemble de croyances qui constitue ce que j'ai appelé notre encyclopédie mentale, ça guide notre comportement. On se fonde sur ces connaissances accumulées pour agir. On agit en fonction de ces connaissances. Nous agissons d'une façon qui va nous permettre, croyons-nous, d'obtenir ce que nous voulons, compte tenu de ce que nous croyons et ce que nous savons sur l'environnement. Et c'est là la différence avec la fiction, la différence fondamentale, c'est que dans la fiction, le sujet qui lit par exemple un roman, il acquiert des informations sur le monde imaginaire dont il s'agit. Il apprend des choses. Mais ces informations qu'il obtient, ces informations fictives, ce sont des informations sur lesquelles le sujet ne se fonde pas pour agir. Donc il y a bien une représentation globale du monde dans le cas de la fiction, qui est une représentation globale d'un certain monde imaginaire correspondant au monde du roman que l'on lit. On a bien une représentation d'un monde qui est comme notre représentation du monde que nous utilisons dans la vie quotidienne, mais la représentation du monde qui caractérise notre vie mentale, disons, ordinaire, cette représentation du monde, c'est elle qui guide notre comportement, c'est sur elle que nous nous fondons pour agir, alors que la représentation du monde qui est déployée quand nous lisons un texte de fiction, que nous construisons, que nous enrichissons au fur et à mesure de la lecture d'un texte de fiction, cette représentation du monde ne débouche pas sur l'action, nous ne nous fondons pas sur elle, notre comportement n'est pas guidé par elle. Donc la représentation du monde imaginaire en question, elle ressemble beaucoup à la représentation du monde réel, elle est une représentation de même nature, disais-je, à ceci près, et c'est la différence fondamentale, c'est pour ça qu'elle est une représentation d'un monde imaginaire et pas du monde réel, c'est parce qu'elle est déconnectée. C'est le mot que je voudrais employer pour dire qu'elle, précisément, elle est déconnectée du système de l'action et de la motivation. Elle est en quelque sorte une représentation qui flotte librement dans l'air, mais qui n'est pas
comme notre représentation du monde, la représentation du monde, qui, elle, est directement en rapport avec le comportement. Et ce n'est pas du tout le cas pour les représentations des mondes imaginaires. Ce sont des représentations qui sont coupées du comportement, qui ne déterminent pas le comportement. Si quelqu'un agit sur la base d'informations fictionnelles, c'est que cette personne a confondu la fiction et la réalité, qu'il n'a pas compris que c'était des informations fictionnelles. Ou il y a aussi le cas des délires, où dans les délires, il y a une sorte de confusion d'une sorte de fiction, mais ce n'est pas de la fiction au même sens, c'est de la réalité. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on doit maintenir une séparation entre la fiction et la réalité. C'est essentiel de maintenir une telle séparation. Et la séparation, ça signifie simplement qu'on a une représentation qui est la représentation primaire, disons notre représentation du monde, qui est connectée, qui est liée au système de l'action sur lequel nous nous fondons pour agir. Et on a d'autres représentations qui, elles, sont déconnectées. Et ça permet effectivement, ces représentations-là restent séparées. Et cette idée de séparation, c'est une idée qu'on trouve souvent dans la littérature, notamment dans la littérature psychologique. Il y a l'idée que certaines informations, les informations qui nous sont fournies par un texte de fiction, ces informations-là, on les enregistre dans un compartiment mental séparé. Et c'est dans ce compartiment mental séparé qu'on bâtit une représentation complexe de l'univers fictionnel qu'on nous dépeint. Et cette idée de compartiment mental séparé, ça va au-delà de la fiction. C'est quelque chose, en fait, la fiction est intéressante parce qu'elle nous fournit un exemple paradigmatique, mais d'un phénomène qui va au-delà de la fiction. Et pour vous donner un exemple que j'ai évoqué notamment dans la table ronde dont je parlais, l'exemple de la supposition. Là, c'est différent de la fiction, mais il y a quand même beaucoup qui est commun. Quand vous supposez quelque chose, il y a eu un élément de faire comme si, qui est assez comparable quand même à ce qui se passe dans la fiction. Quand vous supposez quelque chose, vous faites comme si vous l'admettiez, cette chose, et vous en tirez les conséquences. Vous posez quelque chose pour voir ce qui en découle, vous faites cette hypothèse. L'hypothèse, c'est une forme de simulation, c'est pas quelque chose que vous croyez, vous ne le croyez pas du tout, mais vous faites comme si vous admettiez cette chose pour voir ce qui en découle. On dit supposons que, on peut dire admettons que, on fait comme si on acceptait cette chose pour voir ce qui en découle, mais ça veut dire que cette chose-là, c'est pas la chose que vous supposez, c'est pas quelque chose qui intervient dans votre représentation du monde à titre de croyance que vous auriez, vous ne croyez pas la chose que vous supposez. Donc il s'agit à nouveau en quelque sorte d'un compartiment mental séparé où vous trouvez à la fois cette chose que vous supposez, cette proposition que vous supposez, vous voyez ce qui en découle, donc vous faites comme si vous admettiez cette chose, vous en tirez certaines conclusions, mais tout ça se passe dans un compartiment mental séparé, dans l'espace, disons, de la supposition. C'est sous l'hypothèse que vous inférez certaines conclusions. Mais ni les conclusions que vous en inférez, ni la supposition de départ ne sont intégrées à votre représentation du monde, parce que ça n'est que de la supposition. Donc vous faites ça à part dans un compartiment mental séparé. La seule chose que vous pouvez intégrer à votre représentation primaire, la représentation du monde correspondant à vos croyances, la seule chose que vous pouvez intégrer, quand vous avez fait cela, d'inférer certaines choses d'une hypothèse, la seule chose que vous pouvez inférer, c'est que cette conclusion suit de la prémisse, mais vous ne pouvez pas intégrer la conclusion elle-même, ni la prémisse. C'est seulement le lien de conséquence qui, lui, se trouve établi à travers cette simulation mentale, mais c'est la seule chose que vous pouvez, qui peut faire l'objet d'une croyance véritablement. Donc, il y a cet exemple de la supposition, et il y en a d'autres. Ce que ces phénomènes suggèrent, c'est que, outre la représentation du monde qui joue le rôle de ce que je viens d'appeler la représentation primaire, c'est celle qui guide l'action, celle que nous mettons à jour en permanence, outre cette représentation primaire, nous avons la capacité de déployer de façon temporaire, comme dans la supposition c'est clairement temporaire, que nous faisons une hypothèse,
ou de façon permanente peut-être, comme dans notre représentation de l'univers de Sherlock Holmes, c'est une représentation plus ou moins permanente. Je reviendrai dans la dernière séance de ce cours sur le caractère permanent ou non de ces représentations des univers fictionnels. Mais donc nous avons la capacité de déployer d'une façon qui peut être temporaire ou permanente des représentations secondaires qui fonctionnent de la même façon que la représentation primaire et qui utilisent les mêmes ressources, mais qui sont déconnectées de la représentation primaire qui est directement en lien avec la motivation et l'action. Donc il y a une représentation primaire et puis il y a un espace mental autre qui réplique un peu, qui est comparable à cette représentation primaire sous bien des aspects, mais qui, contrairement à la représentation primaire, est déconnecté et qui est donc un espace mental séparé. En tout cas, cette idée d'un espace mental séparé, d'un espace de travail, comme disent certains auteurs, c'est une idée qui a été évoquée dans la littérature pour rendre compte de ces phénomènes, de la fiction ou aussi bien de la supposition. L'idée étant que tout ce qui se passe dans la cognition primaire, j'emploie à dessein une expression extrêmement vague, tout ce qui se passe dans la cognition primaire, où il y a des états mentaux de toutes sortes, disons, ce n'est pas complètement homogène, mais tout ce qui se passe dans la cognition primaire peut être répliqué de façon simulative dans l'espace mental déconnecté. Et donc, on peut voir cet espace mental déconnecté comme un espace de simulation, où on peut recréer les états mentaux qui interviennent au premier niveau, au niveau de base, c'est-à-dire au niveau de la cognition primaire, on peut les recréer, mais dans cet espace séparé, dans cet espace de travail séparé, pour accomplir diverses tâches. Parmi les choses qu'on peut faire de cette façon-là, et qui sont très importantes, on peut par exemple envisager et explorer des possibilités, notamment quand on planifie notre comportement futur. J'ai dit que ce que nous croyons et ce que nous désirons, nos buts et nos croyances ensemble déterminent ce que nous faisons, mais pour déterminer ce que nous faisons, ça détermine d'abord certaines intentions associées à des plans d'action que nous mettons en œuvre. Mais pour élaborer un plan d'action, souvent il faut considérer différentes possibilités, il faut envisager la façon dont les choses peuvent se passer pour précisément faire un plan et parer aux différentes éventualités. Or, envisager des possibilités, ça consiste précisément à nous représenter des situations dont nous ne croyons pas qu'elles soient la réalité, mais qui pourraient l'être. Donc, on se représente des situations possibles, et ça, on le fait aussi dans cet espace mental déconnecté, pour essayer d'envisager les conséquences. C'est un peu comme dans la supposition. On regarde ce qui se passerait si telle situation se réalisait, de façon à pouvoir éventuellement réagir comme il convient. Donc, planifier notre comportement futur implique de prendre en considération ce qui se passerait si... Et ça, c'est de l'ordre du raisonnement hypothétique, et donc on a l'usage de cet espace de travail séparé. Et tout aussi bien, et j'avais mentionné cela quand j'ai évoqué la théorie de la simulation, tout aussi bien, quand on se met à la place d'autrui pour comprendre son comportement, ou pour l'anticiper, ce comportement, ou même pour anticiper ses réactions émotionnelles. Donc on se met à sa place. Se mettre à sa place consiste précisément, à nouveau, à déployer disons, des attitudes qui ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les attitudes qui nous caractériseraient au niveau de la cognition primaire, mais ce sont les attitudes que nous aurions si nous étions à la place de l'autre, disons. Et donc là aussi, il y a cet élément, disons, hypothétique qui nous permet, disons, de comprendre autrui en nous mettant en quelque sorte à sa place. Donc il y a tout un ensemble, disons, d'activités mentales qui sont servies par la possibilité que nous avons de recréer des états mentaux, disons, de base dans cet espace mental séparé, déconnecté, à diverses fins, quand nous faisons cette activité dont j'ai dit qu'elle pouvait de façon générale être décrite comme hypothétique. Alors quand je vous parle de ces états mentaux que l'on peut recréer, ces états mentaux de la cognition primaire que l'on peut recréer dans un espace mental déconnecté, il s'agit
n'importe quel état mental. Ce n'est pas seulement les croyances. Je vous avais parlé des croyances en vous disant que dans certains cas, quand on fait une hypothèse, on ne croit pas la chose dont on fait l'hypothèse, mais on fait comme si on admettait cela. Donc là, il y a une sorte de simulation de la croyance. Mais n'importe quel état mental de premier niveau peut être simulé au deuxième niveau. Donc, prenez le cas bien connu des gens qui théorisent sur la fiction, le cas du film d'horreur, dont vous voyez un monstre à l'écran, vous voyez un vampire à l'écran, et qu'est-ce qui se passe? Normalement, si le film est bien fait, vous avez un peu peur. C'est ça l'idée, c'est un film d'horreur, normalement il y a une certaine musique et tout ça est censé directement agir sur votre système nerveux, et puis vous avez peur. Mais c'est ça qui est fondamental et qui est souvent souligné par les théoriciens, vous avez peur, mais vous ne vous enfuyez pas. C'est-à-dire que votre comportement, à nouveau, n'est pas fondé. Ces états mentaux, normalement, quand vous avez peur, vous avez une certaine réaction. S'il y a un monstre qui s'approche de vous, vous reculez, vous vous enfuyez, peut-on supposer. Mais quand vous voyez un monstre s'approcher de vous sur l'écran de cinéma, vous ne vous enfuyez pas. Alors, c'est pas que vous pouvez quand même avoir une petite réaction de recul. C'est pas que c'est totalement différent, mais tout ça va dans le sens de cette idée que c'est de la simulation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui est commun entre la vraie peur et la fausse peur qu'on a quand on voit quelque chose au cinéma. Mais cette fausse peur qu'on a, on sait que c'est pas réel. On sait que c'est de la fiction, le monstre en question. Donc, c'est pas de la vraie peur, et en tout cas, c'est pas de la peur qui motive un comportement comme celui de s'enfuir, de quitter la salle de cinéma. Donc, c'est un état émotionnel qui est recréé dans cet espace mental déconnecté, mais précisément parce qu'il s'agit de cet espace mental déconnecté, l'état émotionnel en question est sans effet sur le comportement. C'est une version atténuée, si vous voulez, de l'état mental dont il est la simulation. Donc, pour tous ces états mentaux ou actes mentaux simulés au sein d'un espace mental déconnecté de la représentation primaire, on parle d'imagination. Du moins, le mot imagination s'emploie dans toutes sortes de sens, mais moi, je l'emploie pour désigner précisément toute cette famille d'états mentaux recréés dans un espace mental séparé et déconnecté, donc ne servant pas notamment à fonder le comportement. Et il peut y avoir toutes sortes de types d'imagination. Ce qui est le plus remarquable avec l'imagination, c'est que l'imagination est quelque chose de très hétérogène. Et je pense que cette hétérogénéité, le fait qu'il y ait une grande diversité de choses qui comptent comme de l'imagination, cette hétérogénéité vient entre autres du fait que si l'imagination est la simulation d'un état primaire, alors, étant donné qu'il y a une diversité d'états primaires que l'on peut simuler, il y a une diversité d'états imaginatifs, comme par exemple, quand vous avez peur, c'est une peur imaginaire en quelque sorte que vous avez. Et c'est un état d'imagination qui est très différent de ce qui se passe quand vous supposez quelque chose ou quand vous imaginez que Pierre vienne à la soirée. Là, c'est une imagination qui est beaucoup plus proche d'une simulation de la croyance, ou c'est le cas où on admet, où on suppose quelque chose. Peut-être que quand on parle d'imagination, c'est un peu plus coloré que cela, mais en tout cas, il s'agit de choses très différentes parce que l'état primaire ou l'acte mental qui est simulé n'est pas du tout de même nature dans les deux cas. Et puis, on parle aussi d'imagination pour des cas où il n'y a pas un contenu propositionnel. Ce n'est pas imaginer que Pierre viendra, mais vous pouvez imaginer une pomme rouge. Imaginer une pomme rouge, c'est simuler mentalement, disons, la vision d'une pomme rouge ou quelque chose comme ça. Là, il y a un élément sensoriel dans ce cas-là, et on peut aussi simuler l'audition, c'est-à-dire, je peux vous dire, imaginez le son d'une cloche, et là, vous recréez mentalement, en quelque sorte, l'audition d'une cloche, et vous avez aussi cette relation, disons, de simulation entre l'état dans lequel vous êtes quand vous imaginez le son d'une cloche et l'état dans lequel vous êtes quand vous percevez effectivement le son d'une cloche. Et on peut aussi imaginer, l'état primaire peut être
en général, quand je lève le bras, j'ai une certaine expérience interne. Et je peux très bien simuler cette expérience, simuler mentalement cette expérience en imaginant que je lève le bras. Il y a plusieurs façons d'imaginer qu'on lève le bras, mais une imagination, c'est imaginer ça de l'intérieur. On imagine ce que ça fait, effectivement, enfin, on imagine l'expérience interne qui correspond à l'acte de lever le bras, et c'est une expérience qui existe, et on peut la simuler mentalement dans l'imagination. Et là, à nouveau, l'état primaire, c'est le type d'état qui est impliqué dans l'action. Et il y a beaucoup à dire sur ces relations de similarité entre les états imaginatifs, dont je viens de souligner la diversité, et les états primaires qui se trouvent simulés. Beaucoup à dire, y compris sur le plan des neurosciences, quant au type de circuits cérébraux qui sont impliqués dans les deux cas. Est-ce que ce sont les mêmes, est-ce que ce ne sont pas les mêmes? Donc tout ça est un champ d'investigation qui existe et qui est évidemment très intéressant. Mais moi, ce que je voudrais, c'est revenir à la fiction. Et donc revenir à l'idée que dans la communication ordinaire, le locuteur vise, on simplifie évidemment, je prends la communication ordinaire, je prends le cas où quelqu'un vous donne une information, vous apprend quelque chose. Donc, dans ce type de communication, le locuteur, celui qui parle, vise à vous transmettre une information. Il vise à vous apprendre quelque chose. Et si la communication fonctionne sans accroc, si tout va bien, l'auditeur, la personne à qui on transmet une information, accepte cette information qu'on lui transmet et l'intègre à sa base de connaissances, comme je vous le disais au début. C'est-à-dire que l'auditeur croit ce qu'on lui dit. Alors évidemment, il n'est pas forcé de le croire. Et pour croire ce qu'on lui dit, il faut un certain nombre de choses un certain nombre de conditions soient remplies. Il faut notamment qu'il y ait une certaine confiance minimale, etc., dans la personne qui parle. Mais dans un certain type de cas, c'est ça qui se passe, et en tout cas, c'est ça que typiquement vise l'acte de communication. Celui qui transmet une information, il le fait dans le but, de façon au moins typique, que l'autre accepte cette information et l'intègre à sa représentation du monde. Donc, forme une croyance. Ce qui signifie qu'un acte de communication, dans les cas typiques, vise à susciter chez l'auditeur une certaine croyance, la croyance dans l'information que l'on transmet. Alors, les auteurs qui appartiennent au courant qu'on peut appeler simulationniste, ceux qui font appel à cette idée de simulation dont j'ai parlé, essentiellement, il y a tout un ensemble d'auteurs, surtout si on prend la théorie de la simulation dans un sens large qui inclut toutes sortes de recherches sur des phénomènes psychologiques divers, mais là, si on parle de la fiction, le simulationnisme en matière de fiction, ce sont des auteurs comme Kendall Walton qui a introduit cette idée de faire comme si au cœur de la théorie de la fiction. C'est aussi un auteur comme Greg Curry qui lui-même développe une idée de ce genre, et j'aurai plusieurs citations à vous présenter de Greg Curry. Donc, selon ces auteurs, un point important, c'est que la communication ordinaire, selon eux, vise à susciter la croyance chez ceux à qui on s'adresse, mais la communication fictionnelle, quand on est un conteur et qu'on raconte une histoire à un auditoire, ou quand on est l'auteur d'un roman, etc., ou quand on est un acteur sur la scène en train de jouer son rôle, là, le but, c'est de susciter chez l'auditeur, non pas la croyance, bien entendu, parce que l'auditeur sait très bien qu'il s'agit de fiction, et il ne va pas croire les informations ou pseudo-informations qu'on lui transmet. Non, il s'agit de susciter l'imagination. Donc le but de l'œuvre de fiction, c'est de susciter chez celui qui consomme la fiction un acte ou un état mental d'imagination. Donc le contraste, c'est pour la communication non fictionnelle, on vise à susciter la croyance. Pour la communication fictionnelle, on peut parler de communication pour la fiction, car il y a quelqu'un qui produit un texte, donc c'est comme un locuteur qui produit un texte, fait des énoncés, qui s'adresse à quelqu'un, donc c'est une forme de communication, mais c'est fictionnel parce que tout le monde sait que c'est de la fiction et que ce n'est pas réel. Donc voilà une citation de Greg Curry. Citation, je pense, très éclairante, concise et qui contient les éléments fondamentaux. Il dit « Nous n'acquérons pas à la lecture d'un texte de fiction des croyances
comme nous en acquérons lorsque nous lisons un texte de non-fiction. Avec la fiction, nos processus mentaux opèrent de façon déconnectée. C'est ma traduction libre du terme que lui-même emploie. Nos processus mentaux opèrent de façon déconnectée. Et ce que nous acquérons ne sont pas des croyances, mais des états d'imagination qui simulent la croyance. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette citation compacte. D'abord, qu'est-ce qu'il veut dire par simulation ? Je pense que la simulation, pour Curry, comme pour moi, c'est une opération qui, parfois, dans la littérature, en philosophie de l'esprit ou en psychologie, parfois, on parle de découplage. Et c'est la même idée. C'est l'opération qui consiste à faire tourner la machinerie mentale en roue libre. C'est cette idée, précisément, d'espace mental déconnecté. L'idée qu'on a ces mêmes états mentaux qui, normalement, ont un rapport avec l'action, etc., et qui, là, on les reproduit, on les recrée, mais en roue libre, de façon déconnectée. Et l'opération de découplage qui permet de déconnecter ces opérations mentales de leur fonction ordinaire, en quelque sorte, cette opération, Curry appelle ça l'assimilation. Il dit que cette opération, je le cite, déconnecte nos états mentaux de leurs causes perceptuelles et de leurs effets comportementaux. Donc ça permet de répliquer ces états mentaux en l'absence, normalement, des conditions perceptuelles qui donnent naissance à ces états et en absence d'action fondée sur ces états. Normalement, pour penser « il pleut », ce qui fait que vous pensez « il pleut », c'est que vous voyez de la pluie autour de vous, vous sentez de la pluie, etc. Il y a toutes sortes de choses qui donnent naissance à cette représentation mentale « il pleut », et quand vous avez cette représentation mentale, quand vous croyez qu'il pleut, vous agissez en conséquence. Si vous êtes dehors, vous ouvrez votre parapluie, etc. Et quand vous imaginez qu'il pleut, selon Curry, c'est le même type d'état mental que vous recréez, mais à ceci près qu'il est déconnecté, il est coupé de ses antécédents perceptuels et de ses conséquences comportementales. C'est ce que dit, je pense, Curry dans... Non. Oui, c'est ça. Je vous ai déjà présenté les diapos passent trop vite. Donc, ce qu'il dit, c'est la simulation transforme les croyances en imagination. Une croyance, c'est un certain type d'état mental qui est là dans la cognition primaire avec ses liens avec les entrées perceptuelles, les sorties comportementales, etc. Et si vous prenez un tel état et que vous coupez les liens, ça transforme l'état en imagination. L'imagination, c'est ce qui résulte quand vous avez déconnecté ces états et que vous les répliquez dans cet espace mental déconnecté au lieu qu'ils soient dans leur élément naturel qui est dans la cognition primaire. Et donc l'exemple qu'il donne, la croyance qu'il va pleuvoir a certains liens avec la perception et le comportement. Lorsque ces liens sont coupés, la croyance se transforme en un simple cas d'imagination. On imagine qu'il va pleuvoir. Donc, dans cette théorie, l'état d'imagination que vise à produire ou à induire la communication fictionnelle, c'est la simulation de l'état doxastique. Doxastique, ça veut dire qu'il y a un rapport à la croyance, l'état de type croyance, que viserait à induire l'acte communicatif s'il n'était pas fictionnel. Donc, il y a un lien, c'est-à-dire que dans la fiction, on cherche à induire un état qui n'est pas comme dans la non-fiction la croyance, mais qui est comme la simulation de la croyance, donc qui ressemble par certains aspects, mais qui est déconnecté, donc c'est ça la différence. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de dépendance asymétrique entre la fiction et la non-fiction. La communication ordinaire vise à induire chez le destinataire la croyance ou le jugement, c'est-à-dire l'acceptation de la proposition communiquée, alors que la communication fictionnelle cherche à susciter l'imagination considérée comme la simulation de la croyance ou du jugement. Donc ça, c'est cette théorie simulationniste, si vous voulez, c'est l'essentiel, je pense, de cette théorie. Et je m'appuie sur cette théorie, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette théorie qu'il vaut la peine d'essayer d'élaborer et de préserver. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est discuter la théorie à la lumière d'une critique qui a été faite, une critique assez radicale qui a été faite ces dernières années, notamment
par Derek Matravers, un esthéticien, dans un livre intitulé Fiction and Narrative, dont il présente une critique assez systématique, fondée sur des arguments intéressants. C'est pourquoi je voudrais les discuter ici. Et je précise que dans une thèse soutenue l'année dernière, je crois, aux Pays-Bas, cette personne, Merel Semijn, a utilisé ce même cas de théorie, a repris les idées de Matravers en les élaborant d'une façon très intéressante. Donc je voudrais, disons, discuter le point de vue de ces auteurs et la critique qu'ils font du point de vue simulationniste. Alors, ce que Matravers, suivi donc par cette personne, ce que Matravers objecte notamment à Gregory Curry, dans les citations que je vous ai données de Gregory Curry, il objecte que la déconnexion qui est censée couper les liens de l'état mental avec la perception et avec le comportement, donc il accepte que ça existe, cette déconnexion, ce découplage. Matravers accepte que ça existe, mais ce qu'il dit, c'est que ça ne caractérise pas du tout la fiction. C'est quelque chose de beaucoup plus général. Ça caractérise, nous dit-il, la représentation. Et la représentation, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Ce n'est pas seulement la fiction. La représentation peut être fictionnelle ou non fictionnelle. Quand vous lisez un article de journal, c'est de la représentation. Quand vous voyez les informations à la télévision, c'est de la représentation. Quand vous lisez un livre d'histoire, c'est de la représentation. La représentation, pour lui, s'oppose à la confrontation. La confrontation, c'est quand vous avez la chose directement devant vous. À chaque fois que vous n'avez pas la chose devant vous, mais que vous la représentez, parce que quelqu'un vous en parle, parce que vous lisez un article au sujet de la chose est représentée. Vous n'êtes pas confronté directement à la chose. Or, ce que nous dit Matravers, c'est que, en général, quand il y a représentation, par opposition à la confrontation, il y a découplage, il y a déconnexion. La représentation, il n'y a pas ce lien immédiat à la perception et à l'action. Il donne cet exemple. Il est vrai que les spectateurs d'un film d'horreur, donc c'est l'exemple de Dracula de tout à l'heure, il est vrai que les spectateurs d'un film d'horreur ne s'enfuient pas du cinéma en hurlant. Ça, c'est l'argument utilisé par les simulationnistes pour faire valoir cette idée que dans la fiction, il y a cette déconnexion des états mentaux par rapport à ce qui normalement découle, ce qu'ils entraîneraient normalement comme conséquence pour l'action. Il est vrai que les spectateurs d'un film d'horreur ne s'enfuient pas du cinéma en hurlant, mais c'est le cas aussi de ceux qui regardent un documentaire. Ils ne s'enfuient pas non plus en hurlant, même s'ils voient quelque chose d'horrible. Ou les nouvelles à la télévision, ou de n'importe quel type de spectateur. Donc en gros, ce n'est pas la question fiction ou pas fiction, c'est la question représentation ou confrontation. Donc, lorsqu'il y a confrontation, nous faisons directement l'expérience d'une situation dont nous avons une connaissance immédiate. La situation nous est donnée directement. Mais souvent, très souvent, ce qui nous est donné, ce n'est pas directement une situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est la représentation d'une situation. Donc, comme j'ai dit, c'est ce qui se passe quand on lit le journal. La situation dans ce cas est représentée, mais on n'en fait pas directement l'expérience, même si c'est une représentation véridique, donnée par un journaliste fiable. Donc, ce que nous dit Matravers, c'est que pour comprendre une représentation, quelle qu'elle soit fictionnelle ou non, nous devons bâtir un modèle mental de la situation représentée. C'est ça que comprendre une représentation, comprendre ce qu'on nous dit, c'est bâtir un modèle mental de la situation qui est représentée. Et on peut appeler ça imagination, bâtir un modèle mental. On imagine cette situation, on se la représente. Et c'est exactement ce que dit Matravers. Ce que dit Matravers, c'est que l'imagination, en fait, est impliquée dans la compréhension d'un texte journalistique tout autant que dans la compréhension d'un texte de fiction. Et c'est vrai que les textes, qu'ils soient journalistiques, les romans historiques, enfin pas les romans historiques, excusez-moi, les récits historiques, tous les textes ont un aspect narratif et en tout cas font appel effectivement à l'imagination. On est bien forcé pour comprendre ce qu'on nous dit de nous représenter la situation qu'on nous décrit. Et Matravers dit que se représenter la situation qu'on nous décrit, c'est une forme d'imagination. Donc ça veut dire que la fiction et la non-fiction impliquent toutes deux l'imagination, qui est requise à chaque fois qu'on n'est pas confronté directement à une situation, mais que celle-ci est représentée. Donc voilà une citation de Matravers. La distinction entre confrontation et représentation est plus fondamentale que la distinction entre non-fiction et fiction.
La confrontation ne fait pas intervenir l'imagination. Je n'ai pas besoin d'imaginer que je suis confronté à un loup s'il y en a un en face de moi. Pas besoin d'imagination, là. On a directement le loup, on a la perception du loup, etc. On a directement la réaction émotionnelle, etc. Et on n'a pas besoin de supposer quelque part un état d'imagination qui intervienne. En revanche, on a besoin de quelque chose pour expliquer ce qui se passe avec les représentations. Et il dit, pour autant que la notion de faire comme si ou de simulation ait un rôle à jouer, elle doit s'appliquer à cette catégorie de façon générale, donc la catégorie de représentation de façon générale, et pas seulement aux fictions. Donc, dans cette conception, qui est donc l'autre conception, la conception alternative, les textes de fiction et de non-fiction sont traités de la même façon, au moins dans un premier temps. Matraverse défend un modèle en 2 temps, qui est très utile, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'introduis ces idées. Dans le premier temps, puisque le sujet, que ce soit dans la fiction ou dans la non-fiction, le sujet n'est pas confronté à la situation décrite, la situation est seulement représentée, donc dans les 2 cas, le sujet doit simuler mentalement cette situation, se la représenter, pour comprendre le texte. Il doit la simuler mentalement, disons. Il doit faire appel à son imagination et construire un modèle mental. Aucune différence entre la fiction et la non-fiction à ce stade-là. C'est quelque chose qui est très clair dans la thèse dont je parlais tout à l'heure. L'idée que les mécanismes sont exactement les mêmes pour la compréhension de tout texte, qu'il s'agisse d'un texte de fiction ou d'un texte de non-fiction. Ce sont les mêmes mécanismes dans un premier temps. En revanche, la différence entre fiction et non-fiction intervient dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, ce qui se passe, c'est que si le texte vise à transmettre véritablement une information, si c'est de la non-fiction, alors le but du locuteur est effectivement que l'auditeur tienne pour réelle la situation représentée, c'est-à-dire intègre l'information à son encyclopédie mentale. Et comme je disais tout à l'heure, pour ça, il faut que certaines conditions soient remplies, il faut que l'auditeur ait confiance dans l'interlocuteur, dans sa fiabilité, etc. Mais si toutes ces conditions sont remplies, effectivement, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que vous lisez un texte journalistique, vous comprenez ce qu'il vous dit, ça vous représentez la situation qu'il décrit, vous bâtissez ce modèle mental, et si vous croyez, si vous donnez votre assentiment parce que vous avez confiance dans les sources journalistiques, eh bien vous allez intégrer cette information, vous allez considérer que la situation ainsi décrite et représentée est une situation réelle, et vous allez intégrer l'information qu'on vous donne à votre représentation du monde. Alors que quand le texte est fictionnel, vous avez fait la même chose, vous avez bâti un modèle mental, vous avez représenté la situation, mais vous arrêtez là. Vous n'allez pas cette situation la considérer comme réelle. Vous n'allez pas cette information ou pseudo-information qu'on vous a donnée l'intégrer à votre représentation du monde. Non, vous gardez la chose dans ce compartiment mental séparé. Alors que dans l'autre cas, vous ne gardez pas la chose dans le compartiment mental séparé, mais dans la deuxième étape, vous prenez cette information et vous la mettez dans votre représentation primaire. C'est ça qui se passe, et c'est très clairement ce qui se passe dans l'algorithme décrit dans la thèse hollandaise dont je parlais. C'est-à-dire que... Donc, la première étape consiste à imaginer la situation qu'on nous décrit, la situation représentée, et la deuxième étape consiste à intégrer éventuellement l'information à notre représentation primaire. Alors, ce que dit Matraverse, il dit que la première étape est neutre relativement à la distinction entre fiction et non-fiction, parce qu'on fait ça, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. Nous bâtissons un modèle de la représentation dans un compartiment séparé, dit-il. Et à la deuxième étape se pose la question de la relation entre ce compartiment séparé et ce que Matraverse appelle notre structure de croyance préexistante, c'est-à-dire en fait notre représentation primaire, notre représentation du monde sur laquelle nous nous fondons pour agir, etc. Et cette question de la relation entre les deux, nous dit-il, cette question ne concerne pas la simulation. La simulation, pour lui, c'est ce qui a lieu quand on imagine la situation à la première étape. Cette question ne concerne pas la simulation, dit-il, mais le résultat de la simulation. Pour le dire très rapidement, la simulation de scénarios de fiction ne débouche pas sur des croyances, alors que la simulation de scénarios non fictionnels a pour résultat la formation de croyances.
Donc la deuxième étape consiste simplement, dans le cas de la non-fiction, à intégrer les éléments d'information qui sont présents dans le compartiment mental séparé, à les intégrer à la représentation primaire et une fois que cela a été fait, le compartiment mental séparé n'a plus de raison d'être. C'est un espace de travail où, pendant la lecture du texte, on a mis là-dedans les informations qu'on accumulait sur la situation décrite. Mais à partir du moment où on a intégré toutes ces informations à notre représentation primaire, l'espace de travail peut être en quelque sorte réinitialisé. C'est en tout cas ainsi que Meretz Semaine décrit la situation. Mais si le texte est fictionnel, la première étape est la même, c'est qu'on a des informations qu'on a accumulées dans un compartiment mental séparé correspondant à notre interprétation du texte de fiction, mais on n'intègre pas ça à la représentation primaire, ça reste dans le compartiment mental séparé, il n'y a pas d'intégration. Et c'est la différence entre la deuxième étape pour la fiction et pour la non-fiction. Et donc, pour résumer, les deux conceptions, pour les simulationnistes, la non-fiction cherche à susciter la croyance, alors que la fiction cherche à susciter la simulation de la croyance, c'est-à-dire l'imagination. Ça, c'est le point de vue simulationniste. Et pour Matraverse, la simulation imaginative ne distingue pas fiction et non-fiction, elle leur est commune puisque les deux sont des formes de représentation. En tant que représentation, elles font l'objet d'un traitement en deux étapes. À la première étape, celle qui est commune aux deux, le destinataire imagine les situations dont on lui parle, et à la deuxième étape, l'imagination se transforme en croyance ou en non-croyance. Si le destinataire est sceptique, il peut refuser de croire, mais en tout cas, il s'agit de choisir entre croyance et non-croyance, donc de transformer l'imagination de la première étape en croyance si on a confiance ou en refus de croire si on n'a pas confiance. L'imagination donc se transforme en croyance dans le cas de la non-fiction, mais dans le cas de la fiction, ça reste de l'imagination. Ça ne se transforme pas en croyance parce qu'on sait bien que c'est de la fiction. Donc c'est de la pure imagination. Alors, les deux perspectives se contradisent sur deux points qui méritent d'être distingués et discutés séparément. À ceci près que je dois aller assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je ne vais pas m'étendre trop. Le premier point de désaccord me paraît assez superficiel. Matraverse dit que les simulationnistes ont tort de caractériser la fiction en disant que le propre de la fiction, c'est qu'elle vise à susciter l'imagination chez l'auditeur, alors que la non-fiction vise à susciter la croyance. Matraverse dit, mais ce n'est pas vrai, puisque toutes les représentations, fictionnelles ou pas, reposent sur l'imagination. Alors, je pense que ce point de désaccord est tout à fait apparent et superficiel. Il n'y a pas de vrai désaccord, tout dépend de ce qu'on appelle l'imagination, ici. Parce que Matraverse accepte qu'à la deuxième étape, ce qui distingue la fiction de la non-fiction, c'est qu'à la deuxième étape, dans le cas de la non-fiction, ce qui était dans un compartiment séparé est intégré à la représentation principale. Ce qui était de l'imagination devient de la croyance. Alors que pour la fiction, ce qui était de l'imagination reste de l'imagination, ce qui était dans le compartiment séparé reste dans le compartiment séparé. Donc si on regarde seulement la deuxième étape, on voit qu'effectivement, ce qui distingue la fiction, c'est que l'attitude mentale pertinente à la deuxième étape, celle que vise à produire ou à induire l'énoncé fictionnel ou le texte fictionnel, c'est un état d'imagination, de pure imagination. C'est un état d'imagination qui n'a pas été transformé en croyance, mais qui restait vraiment de l'imagination. Alors que dans la non-fiction, ce qu'on vise à produire de façon ultime, à la deuxième étape, c'est bien de la croyance. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de désaccord. En fait, il y a deux notions d'imagination qu'il faut distinguer et qui correspondent aux deux étapes de Matraverse. Donc, il suffit d'une petite distinction entre une notion d'imagination qui est ce qu'il y a à la première étape, selon Matraverse, et qui est commun à la non-fiction et à la fiction. Et pour ça, j'appelle ça l'imagination commune, celle qui est là à chaque fois qu'on a représentation. Et cette imagination commune, dans le cas de la non-fiction, à la deuxième étape, elle se transforme en croyance par le mécanisme décrit par... elle se transforme en croyance parce qu'il y a acceptation de l'information communiquée. Il y a intégration
de cette information qui se trouve dans le compartiment séparé. À la deuxième étape, on l'intègre à la représentation principale. Donc ça devient de la croyance. Et alors que dans le cas de la fiction, l'imagination qui est présente à la première étape et qui est analogue à ce qui se passe dans la non-fiction, on se représente la situation décrite, cette imagination n'est pas transformée en croyance, elle reste de l'imagination, et donc c'est de l'imagination fictionnelle, ou par imagination fictionnelle, je veux dire le type d'état mental caractéristique de la deuxième étape pour la fiction et qui distingue la fiction de la non-fiction. Car dans la non-fiction, à la deuxième étape, on trouve de la croyance. En tout cas, c'est le but du locuteur de susciter la croyance. Alors que dans le cas de l'imagination, de la fiction, le but du locuteur n'est pas du tout de susciter la croyance, c'est de susciter de la pure imagination, c'est-à-dire de l'imagination qui n'a pas été transformée en croyance à la deuxième étape. Donc, on réconcilie le point de vue de Matraverse et celui des simulationnistes. Ce qui est commun à la fiction et à la non-fiction, c'est l'imagination commune. Donc Matraverse a raison, l'imagination commune est effectivement quelque chose de commun à la fiction et à la non-fiction. Mais ce qui distingue la fiction de la non-fiction, c'est bien l'imagination, au sens de l'imagination fictionnelle, qui est l'attitude mentale caractéristique pour la fiction par opposition à la non-fiction. Donc il n'y a pas vraiment, ce point de désaccord n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désaccord véritable, il y en a un qui est fondamental et qui consiste précisément à savoir ce qu'on met sous cette notion d'imagination fictionnelle. Ce que c'est que l'imagination, c'est des choses très différentes dans les deux théories. Selon Walton et Curie, l'imagination fictionnelle, ce qui caractérise l'attitude de celui qui reçoit, qui consomme un texte de fiction, l'imagination fictionnelle, c'est la simulation de la croyance. Le destinataire d'un texte de fiction fait comme s'il recevait des vraies informations sur le monde. Il sait bien que ce n'est pas le cas, mais il fait comme si. Donc c'est bien la notion de croyance qui est fondamentale sur le plan conceptuel, qui est première. Il y a la croyance qui est donnée d'abord, c'est ce qui se passe dans la communication ordinaire, on croit ce qu'on nous dit, si tout se passe bien. Et l'imagination caractéristique de la fiction se définit par rapport à ça, c'est la simulation de cet état doxastique. On fait comme si. Donc c'est la notion de croyance qui est première et la notion d'imagination qui est seconde, qui se définit comme la simulation de la croyance, dans le cas pertinent. Donc c'est bien la simulation qui, comme le dit Curie, convertit la croyance en imagination. Mais selon Matraverse, les choses se passent très différemment. Selon Matraverse, l'imagination fictionnelle, c'est-à-dire cet état mental qui caractérise la fiction, la réception d'un texte de fiction, l'imagination fictionnelle n'est rien d'autre que l'absence de l'opération qui, dans le cas d'un texte de non-fiction, transforme l'imagination commune en croyance. Dans le cas d'un texte de non-fiction, vous avez cette imagination, vous avez compris ce qu'on vous disait, vous êtes représenté la situation décrite, vous avez fait votre simulation mentale, et à la deuxième étape, si c'est de la non-fiction, vous transformez ça en croyance, vous acceptez cette situation comme une situation réelle. Vous tenez pour vrai l'information qu'on vous fournit, et donc vous intégrez à votre représentation du monde. Il y a l'acceptation, l'adhésion. Vous adhérez, vous dites oui c'est vrai, et vous l'acceptez. Alors que pour Matraverse, quand c'est de la fiction, vous ne dites pas oui c'est vrai, vous n'acceptez pas, il n'y a pas d'adhésion. Vous savez que c'est de la fiction, mais vous vous contentez d'imaginer la chose, vous n'allez pas plus loin. Donc c'est ça la différence. Et là, c'est la croyance qui résulte d'un ajout à un état d'imagination, on ajoute l'adhésion, l'acceptation. Et quand on a l'acceptation ou l'adhésion, ça devient une croyance. Et donc là, qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est fondamental? C'est l'imagination commune. C'est ça qui est premier, et il y a une opération, à savoir l'acceptation, qui transforme ça en croyance. Alors que pour les simulationnistes, c'est l'inverse. Ce qui est premier, c'est la croyance, et il y a une opération, à savoir la simulation, qui transforme la croyance en pure imagination. Donc là, on a un désaccord sur qu'est-ce qui est fondamental. Est-ce que c'est la croyance, cet état mental caractéristique de la non-fiction, si vous voulez, qui est le plus fondamental et qui se trouve simulé dans le cadre d'imagination, de la fiction, pardon, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ce qui est fondamental, c'est que nous nous représentons des situations, nous les imaginons, et que dans certains cas, l'adhésion, le fait que nous croyons, que nous avons foi en la personne qui nous parle, etc., fait que, du coup, cette chose, qui est simplement une représentation, se transforme en une croyance parce qu'on a ajouté ce que Frege appelle la force à une simple représentation. Donc ça, c'est
c'est le débat. Et ce que je vous montrerai la prochaine fois, c'est que ce débat est une variante d'un débat philosophique pluricentenaire. La position de Matraverse fait écho à celle de Frege, comme je viens de dire. Frege qui a sa distinction entre le contenu et la force. Je ne vais pas commencer maintenant à en dire plus parce que je dois me dépêcher. Mais la position de Frege correspond, comme on le verra, plus ou moins à celle de Descartes, qui distingue l'entendement et la volonté, et qui analyse. Je vous en parlerai de tout ça la prochaine fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette colonne où j'ai mis Descartes et Frege s'oppose l'autre colonne. Il y a Spinoza qui refuse la position cartésienne. Et dans le même esprit, Thomas Reid défend une position qui est antinomique du type de position que veut soutenir Frege. Je vous parlerai de tout ça la prochaine fois. Vous avez peut-être remarqué l'étrange titre qui a dû en intriguer plus d'un, qui est Frege ou Spinoza. Ben, c'est à ça que je fais allusion. Mais ce que je voudrais faire maintenant dans le temps qui me reste, c'est quelque chose dont je pensais que je le ferais à la dernière séance, mais j'ai conscience du fait qu'à la dernière séance du cours, je n'aurai absolument pas le temps de faire ça, donc je voudrais en dire un mot maintenant. Je voudrais évoquer une position de compromis entre ces deux positions qui ont l'air totalement, vraiment opposées. Et en un sens, elles le sont. Et néanmoins, je pense qu'il n'est pas exclu, il n'est pas impossible de dégager la voie pour une position médiane qui en fait, accepte l'essentiel des deux positions. Donc je voudrais en dire un mot, je ne pourrais pas du tout élaborer, développer ça, mais je pense que c'est intéressant de garder en tête cette possibilité. Possibilité dont je dois d'autant plus vous parler, que j'y ai fait allusion dans la table ronde que j'évoquais, en disant que j'en parlerai dans mon cours, donc il faut bien que je vous en parle. Donc, la position de compromis consiste à dire que l'imagination, dont on accepte avec Matraverse qu'elle caractérise toute représentation, qu'elle soit fictionnelle ou non, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on comprend une représentation, ça veut dire qu'on se représente effectivement la situation qu'elle représentait. On se la représente, ça veut dire qu'on se l'imagine. On déploie une sorte de modèle mental de cette situation. Et dans les cas où on ne comprend pas, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire ça, on n'arrive pas à bâtir un modèle mental. Mais quand on comprend, on y arrive. Donc cette imagination qui caractérise toute représentation, la position de compromis consiste à dire que cet état d'imagination possède une double relation à la croyance. Il y a une sorte de présupposition dans le débat, on dit est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça, présupposition que c'est l'un ou l'autre. Et pourquoi pas les deux à la fois? C'est ça que je suggère. Les deux à la fois, c'est-à-dire, d'un côté, l'imagination est la simulation de la croyance, comme disent les simulationnistes, et donc l'imagination est quelque chose de second par rapport à la croyance. C'est une opération par rapport à un état plus fondamental de la cognition primaire qui se trouve simulé, qui est un état de type doxastique. Quand on fait cette opération, disons, de déconnexion ou quelque chose comme ça, on obtient un état d'imagination. Donc là, on suit les simulationnistes. Mais d'un autre côté, comme le dit Matraverse, on peut soutenir que l'imagination débouche sur la croyance à la deuxième étape lorsque l'acceptation a lieu. Donc une fois que vous avez imaginé quelque chose, cette chose que vous imaginez, si vous acceptez que cette situation est bien réelle, si vous avez foi dans la source de la communication ou de la personne qui a produit cette représentation, si vous pensez que cette personne vous veut du bien, est bien informée, etc., vous allez accepter l'information qu'on vous fournit et ça va donner naissance à la croyance. Donc c'est bien comme le dit Matraverse que l'imagination, quand vous y ajoutez l'élément d'acceptation ou d'adhésion, produit la croyance. Et ça n'empêche pas que l'imagination, qui, quand on lui ajoute l'acceptation, donne naissance à la croyance, l'imagination peut elle-même être vue comme la simulation de la croyance. Donc en fait, vous avez un schéma qui va vous faire comprendre ce dont il s'agit. Vous avez l'imagination qui a cette double relation à la croyance. L'imagination résulte de la croyance via cette opération de simulation. Donc ça, c'est le point de vue, disons, de Curry. Vous prenez une croyance, vous la déconnectez, vous coupez ses liens avec la perception et l'action,
vous obtenez un état d'imagination. Et un état d'imagination, on accepte le point de vue de Matraverse, on dit que quand il y a quelque chose que vous imaginez, si vous pensez que cette situation que vous imaginez est réelle et que c'est la raison pour laquelle elle a été représentée par la personne qui vous a donné cette représentation, eh bien, vous l'acceptez et vous acceptez l'information et vous avez une croyance. Donc, les deux à la fois, c'est ça l'idée. Alors, encore une fois, c'est une position qu'il faudrait élaborer. Je voudrais simplement préciser qu'il me semble que dans une certaine mesure, cette position se trouve en germe chez Matraverse. Parce que lui-même dit que ce qui est donné dans la confrontation est imaginé ou simulé dans la représentation. Il dit qu'on peut considérer la représentation comme la simulation de la confrontation. Et donc ce qui est fondamental, c'est la confrontation. Dans la confrontation, il y a des situations qui nous sont données directement, elles sont devant nous, on les perçoit, et ces situations nous sont données, et en même temps, la connaissance de ces situations nous est donnée immédiatement aussi. La confrontation, c'est à la fois la situation et sa connaissance qui sont données au sujet. Alors que dans la représentation, ce n'est pas ça qui se passe. Dans la représentation, selon Matraverse, il y a la simulation de ça, on fait comme si. Et cette idée que dans la représentation est une sorte de simulation de la confrontation, c'est une idée qui est assez commune. On dit parfois que quand on imagine une situation, c'est comme si on la voyait, c'est-à-dire on la voit avec les yeux de l'esprit, on dit souvent. C'est un peu la même idée, l'idée que la représentation, la simulation mentale, est en fait la simulation de ce qui se passe dans le cas prototypique quand effectivement on voit la chose, quand la chose nous est donnée directement, comme dans la confrontation. Donc l'idée, c'est que la confrontation perceptive s'accompagne ou va de pair avec un certain état épistémique, qui est la croyance ou la connaissance, et que la représentation, elle, s'accompagne de la simulation de cet état, c'est-à-dire de l'imagination conçue comme simulation de la croyance ou de la connaissance. Et lorsque la représentation est non fictionnelle, l'imagination, qui est l'état mental qui accompagne donc la représentation, fait place à la croyance à la deuxième étape. Alors que dans la représentation fictionnelle, il n'y a que la première étape, et il n'y a pas de transformation de l'imagination en croyance, on reste simplement avec la première étape. Donc, il me semble que ici, on accepte l'essentiel à la fois de la position de Matraverse et aussi des simulationnistes. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cette position de compromis intègre la totalité, par exemple, de la position simulationniste. Je pense que ce n'est pas tout à fait la totalité, c'est pourquoi c'est quand même intéressant éventuellement d'entrer dans le détail, ce que je ne ferai pas. Mais ici, j'ai un tableau un peu plus qui correspond au modèle en deux étapes de Matraverse, à ceci près que j'ai rajouté la confrontation. Le modèle en deux étapes de Matraverse, c'est pour la représentation, qu'elle soit fictionnelle ou non fictionnelle. Là, j'ai rajouté la confrontation. Et les deux étapes, elles correspondent à la colonne intermédiaire, c'est la première étape, et à droite, la colonne de droite, c'est la deuxième étape. Donc, dans la confrontation, ce qui se passe, selon Matraverse, du moins je pense qu'on peut lui attribuer cette idée, que la confrontation est immédiatement génératrice de connaissances. Le sujet qui a un loup en face de lui, qui voit le loup en face de lui, il croit ce qu'il voit, il croit qu'il y a un loup en face de lui, la croyance est immédiatement, celui qui perçoit, il croit. Bien entendu, il est tout à fait possible de douter de ce qu'on voit, de se dire c'est une illusion, il ne peut pas y avoir de loup par ici, etc. Oui, mais ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que cette croyance qui est inséparable de la confrontation perceptive peut être annulée dans un deuxième temps. Pour ça que j'ai marqué ici, j'ai mis quelque chose quand même dans la deuxième étape, qui est confirmation ou révision. Si vous vous dites mais c'est une hallucination, ou vous dites c'est pas un loup, c'est un tronc d'arbre, vous pouvez très bien réviser la croyance qui a été immédiatement produite par votre perception à la première étape, vous pouvez ensuite la réviser en disant non, je me suis trompé. Ou vous pouvez la confirmer s'il n'y a pas de révision.
Mais dès la première étape, vous avez la croyance quand c'est la perception. C'est un point dont on parlera la prochaine fois quand j'évoquerai justement ce débat multicentenaire, parce que c'est une question de savoir quel est le bon modèle pour la perception, pour la communication. Il y a à chaque fois 2 étapes. Mais en tout cas, ce qui est le plus plausible, c'est que dans le cas de la perception, on ne peut pas s'empêcher, on est bâti comme ça. Quand vous voyez quelque chose, vous croyez ce que vous voyez et éventuellement vous révisez. Après, si vous apercevez que vous avez été trompé ou que c'était une illusion. Alors que dans la représentation, qu'elle soit fictionnelle ou non fictionnelle, c'est complètement différent. Dans la représentation, il n'y a pas la croyance, en tout cas du point de vue de quelqu'un comme Matraverse, il n'y a pas automatiquement cette croyance. Quand quelque chose, vous lisez un texte ou vous entendez quelqu'un vous dire quelque chose, vous parlez d'une situation, vous comprenez ce qu'on vous dit, c'est ça qui se passe à la première étape, vous comprenez ce qu'on vous dit, c'est que vous vous représentez la situation, vous bâtissez un modèle mental. Ça, c'est l'imagination ou imagination commune dont on peut dire, suivant les simulationnistes, que c'est la simulation de la croyance. Ou on peut dire, comme Matraverse, que c'est la simulation de ce qui se passe quand on a confrontation. Donc ça, c'est la première étape. Pour avoir croyance, c'est seulement à la deuxième étape. Si vous acceptez la représentation comme véridique, alors vous croyez. Mais précisément, la question se pose de savoir est-ce que c'est véridique ou pas. Ça se pose pour la communication, parce que la communication peut très bien être non véridique. Alors que dans le cas de la perception, bien sûr, la perception peut être non véridique au sens où vos sens peuvent vous tromper. Mais de façon instinctive, nous sommes bâtis pour croire le témoignage de nos sens, comme on dit. Il y a quand même une grosse différence entre la perception et la communication de ce point de vue-là. En tout cas, certains auteurs insistent sur la différence. Il y a aussi des auteurs qui disent en fait il n'y a pas de différence, et je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Mais on peut admettre quand même qu'il y a cette différence fondamentale, c'est que nous croyons par défaut le témoignage de nos sens. Quand nous voyons quelque chose, nous croyons ce que nous voyons, par défaut. Éventuellement, on peut réviser dans un deuxième temps, mais par défaut, on croit. Alors que dans la communication, on ne peut pas dire que par défaut, on croit. Ça dépend de comment nous évaluons la qualité de la source. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est de la non-fiction? Si c'est de la non-fiction, est-ce que cette personne me veut du bien? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à me dire en erreur, etc. Toutes ces questions se posent. En tout cas, une position possible qui est proche de celle de Matraverse, mais qui inclut les idées simulationnistes, consiste à dire que dans la confrontation, dès la première étape, on a la croyance est immédiate, on connaît immédiatement, quand on voit, on a connaissance, si tout se passe bien en tout cas, de la situation à laquelle on est confronté. Quand c'est une représentation que l'on comprend, ce qui se passe de façon immédiate, c'est qu'il y a ce processus de compréhension de la représentation qui signifie qu'on accède à la situation représentée par une sorte de simulation mentale, la construction d'un modèle mental. Et dans un deuxième temps, si on a foi dans la source, et si la source est identifiée comme non fictionnelle, ça va donner naissance à la croyance, à l'acceptation de la réalité de la situation décrite. Et à ce moment-là, l'information qui se trouve dans le compartiment mental séparé va être intégrée à la représentation primaire. Alors que dans la représentation fictionnelle, la première étape est pareille, on a construit un modèle mental de la situation représentée, mais puisqu'on sait que c'est de la fiction, et on sait qu'on n'est pas en train de nous dire quelque chose de vrai sur le monde, on ne transforme pas à la deuxième étape ceci en croyance, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'acceptation, c'est juste pour le plaisir de l'imaginer qu'on l'imagine. Il n'y a pas de deuxième étape. Et donc, cette imagination qu'il y avait à l'étape précédente et qui est la simulation de la croyance, elle est maintenue. À la deuxième étape, on a à nouveau l'imagination qui est la simulation de la croyance. Et ce que vous voyez, donc, c'est que dans ce cadre théorique que je vous propose, enfin cette position de compromis que je suggère, intègre quand même à la fois l'idée que l'imagination est la simulation de la croyance et l'idée que la croyance résulte d'une opération, dans les cas de représentation non fictionnelle, la croyance résulte de l'acceptation d'une information qui a été transmise par un texte, donc qui est une représentation d'une situation. Si on tient la situation représentée pour réelle, parce qu'on a confiance dans la personne qui nous donne la représentation, à ce moment-là, cette imagination se transforme en croyance. Et donc, dans ce cadre théorique, comme je le disais tout à l'heure, on a bien ce double rôle
cette double relation à la croyance de l'imagination qui donne raison à la fois aux simulationnistes, ça c'est la première partie, c'est l'idée que l'imagination est la simulation de la croyance, que donc la notion de croyance est la notion fondamentale, la notion première, mais on garde quand même l'idée que la croyance, dans les cas non fictionnels, résulte de cette opération d'acceptation qui ajoute quelque chose par rapport à l'état d'imagination qu'on a quand on sait représenter la situation décrite. Voilà. Et cette fois, nous allons pouvoir faire une pause un tout petit peu plus longue que d'habitude. D'habitude, je ne laisse jamais assez de temps pour la pause avant l'exposé qui va suivre. L'exposé qui va suivre, c'est l'exposé de Michael Murray qui va nous parler de dossiers mentaux. Mais pour aujourd'hui, j'en ai fini. Merci.